Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Gabi, l'une des deux fondatrices d'Imparfaite. Merci à ceux qui nous suivent sur le live et merci aux personnes qui sont dans la salle aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui en direct de la Vintage Fair qu'organise Imparfaite 4 fois par an. Ce sont des événements qui nous permettent de mettre à l'honneur évidemment le vintage parce qu'on a 50 des meilleurs vendeurs de la plateforme qui sont aujourd'hui présents pour vendre leurs pépites vintage. Et par ailleurs, on célèbre également la circularité et la durabilité lors de ces événements, et notamment à travers des talks. Et on est aujourd'hui très honorés d'accueillir Marie Devette de Maison Cléo. C'est la fondatrice et la créatrice du coup de Maison Cléo, qui va nous parler de son expérience aujourd'hui. Donc, salut, bienvenue, merci d'être là. Salut. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ce qu'est Maison Cléo du coup? Alors, j'ai créé Maison Cléo il y a 5 ans. J'y ai réfléchi tout à l'heure parce que je pensais que tu allais me poser la question. Pendant 3 ans, j'ai travaillé toute seule sur la marque parce que je travaille aussi chez Vestiaire Collective en parallèle. Et donc, ça fait seulement depuis 2 ans que je suis à 100% dessus. Et donc, on est passé de moi toute seule à depuis 2 ans, on est 16 personnes. Et ce qu'on fait, c'est que moi j'ai fait toutes mes expériences stage, etc. dans la mode et ça m'avait dégoûté de voir l'envers du décor. Je m'attendais pas à ça. Avec même le Made in France, Made in Paris, je m'attendais pas à avoir des ateliers comme ça. Je trouvais que c'était pas assez fait à la main, c'était beaucoup assez robotisé et à la chaîne, même si c'était Made in France. Et donc je voulais vraiment que m'habiller avec une marque qui est une âme. Donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé, sauf les marques de luxe, mais j'avais pas le budget. Et donc j'ai juste demandé à la marque de me faire des vêtements. Et ça a pris comme ça, et sans que je le veuille vraiment, mais ça marche bien. Mais alors, concrètement, au départ, tu demandes à ta maman de faire quelques vêtements, tu les dessines toi-même, c'est ça? Ouais, j'ai retrouvé, de toute façon, je dessine depuis longtemps, j'ai retrouvé des trucs quand j'étais ado, j'avais déjà dessiné mes collections. Le pantalon, la veste, j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps. Et ouais, là, c'était vraiment apaisant parce que je trouvais pas de marque à part le vintage, mais je voulais vraiment plus m'habiller dans les marques comme j'avais vu dans les stages, même si c'est des marques de luxe que j'adorais. J'avais pas aimé l'envers du décor, je vais pas les citer, mais et donc oui, j'ai juste acheté du tissu au début, j'ai eu marché de Saint-Pierre et je lui ai donné des tissus, je lui ai dit fais-moi ça, j'ai posté sur mon Instagram et les gens ont voulu acheter de fil en aiguille. Donc au début, tu postes sur Instagram, t'as des gens qui disent ah, je voudrais exactement le même. Du coup, tu demandes à ta maman d'en faire un peu plus. Ouais, un peu plus. En fait, c'est à la commande et sur mesure avec le tissu que je trouve parce qu'on fabrique pas les tissus. Donc, par exemple, si j'ai un coupon de 3 mètres, on peut faire, je dis une bêtise, mais 3 blouses. Et donc, oui, c'était ça. C'était les gens sur mon Instagram, perso, au début, venaient me dire je veux aussi ce que ta mère m'a fait. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit ok, je tiens un concept, il y a peut-être une boîte à faire en fait là-dedans et je vais essayer de me mettre un petit peu plus sérieusement? Quand j'ai quitté Vestiaire Collective il y a 2 ans, j'arrivais plus à jongler entre les deux. Non, mais t'avais déjà un site internet, t'avais déjà vachement de parutions, c'était quand même déjà un grand projet, non? Oui, c'était déjà un grand projet, mais on était quand même que 2 derrière, même si on n'aurait pas dit. Et oui, là, c'était trop, il y avait trop de trucs, je m'en sortais plus. J'avais quand même pris une assistante qui travaille pour moi en freelance, parce que sinon c'était ingérable. Parce que pendant que je travaillais, je ne pouvais pas répondre aux mails ou aux demandes urgentes de la presse. Et quand j'ai quitté j'ai dû quitter à cause de ça. Parce que je me suis dit, tiens, là, je pense vraiment que ça peut marcher. Et tu faisais quoi chez Vestiaire Collective à l'époque? J'étais manager du service VIP, donc on recevait justement des pépites vintage de VIP. Donc c'était des trésors, c'était limite pas un métier pour moi parce que je passais trop de temps quand je voyais une pièce. C'était l'émotion, les boutons, surtout Chanel Vintage, c'est des finitions incroyables. C'était génial comme taf, mais j'ai dû quitter parce que je me disais qu'il y avait un truc à faire. Ok. Donc tu dis, ok, je m'y mets à fond. T'as commencé par quoi? Par le confinement. Non, en vrai, j'ai vraiment quitté mon travail je sais plus c'était quoi, en mars, le 15 mars et le 16 mars, on était confinés. Ouais, et juste parce qu'on ouvrait notre site tous les mercredis à 18h30, et juste le premier mercredi du premier confinement, il y a eu un pic de commandes. Et de là, on s'est dit, en plus, moi je quittais mon travail, je me suis dit, on va trouver d'autres couturières. Et c'est à ce moment-là qu'on a cherché d'autres couturières à caler pour pouvoir
travailler avec nous pour faire en plus parce qu'on s'est dit, au final, autant, parce que moi je voulais rester petite, enfin je voulais pas grandir. Et je me suis dit, au final, s'il y a des gens si ça frustre des gens, c'est pas trop le but. Et moi, ça me frustrait aussi. Et en même temps, d'avoir 2 couturières au lieu d'une, c'est pas non plus une grosse quantité non plus, donc c'était... Et pourquoi tu veux rester petite? C'est assez étonnant d'entendre ça comme discours aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de me stresser et je vois pas trop à quoi ça servirait. Juste le truc bien maintenant que je me dis, c'est comment ça peut permettre à un maximum de personnes de découvrir le Made in France et d'y toucher au sur-mesure et à ce système-là. Et que c'est bien d'y revenir. Ok, alors du coup, si j'ai bien compris, les choses qui sont très importantes pour toi dans la construction de Maison Cléo, c'est l'upcycling et le Made in France. Voilà, tous les tissus, je les récupère en majorité, c'est en Italie, parce qu'il y a des gros entrepôts à côté de Milan, où il y a tous les tissus de toutes les marques de luxe. Vous imaginez même pas, tous les jours, il y a des camions entiers qui arrivent de marques. C'est mieux organisé en Italie qu'en France? Ah ouais, c'est vraiment, il y a même des acheteurs de Russie, des États-Unis, etc. Là-bas, c'est un peu un endroit caché, c'est dans les montagnes. C'est un truc incroyable. Et là, t'as 10 milliards de choix. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi fabriquer du tissu quand tu vois ça? Ça sert à rien d'en fabriquer, il y en a tellement qui existent que... Et t'arrives à trouver des métrages, des longs métrages? Ouais, quelquefois, au plus, je peux avoir 5 rouleaux du même tissu, mais ça, c'est rare. Mais 5 rouleaux, c'est quand même beaucoup. Pour notre marque, en tout cas. Ça fait combien de mètres? Un rouleau, ça fait à peu près, ça dépend du tissu, mais ça fait de 20 à 30-40 mètres. C'est pas non plus énorme, mais en tout cas, les tissus unis, par exemple, les blouses blanches qu'on fait, c'est des productions que je récupère en Belgique, ceux-là. Et à chaque fois, c'est pas forcément le même bain de blanc, ni la même épaisseur. Mais ça, les gens achètent sur Internet, donc ils peuvent pas le voir. Nous, on le voit, mes couturières le voient. Ah, ça va pas ressembler. Donc à chaque fois, il faut qu'elle fasse attention à pas faire le chouchou qui va avec la blouse dans l'autre rouleau blanc, parce que c'est que des rouleaux différents. Donc, le tissu, tu vas le chercher en Italie principalement, mais si je comprends bien, et un petit peu aussi, du coup, autour de Lille. Et en Belgique. À Paris, à Lille, ce que j'ai, c'est une dame qui va pour moi en Italie et à Paris, donc ça revient un peu au même. Et le Made in France, du coup, dont t'en parlais tout à l'heure, tu disais que t'étais déçue, que c'était pas ce que t'imaginais. Tu rêves de... Alors, à quoi ça correspond aujourd'hui le Made in France et quel est le Made in France de tes rêves? Moi, à l'époque, et je pense que ça n'a pas changé parce que c'était il y a 10 ans, quand je faisais mes stages sur Paris. Et en gros, ce que j'ai vu, j'avais visité plusieurs ateliers parce qu'on était acheteurs de certaines marques, je ne vais pas dire lesquelles, mais c'est des ateliers au sous-sol déjà, je suis naïve, je suis hyper naïve, mais je m'attendais pas à ça, et c'était découpé par ordinateur les tissus, alors que moi je pensais naïvement que c'était, parce que j'ai toujours vu ça dans ma famille, c'est découpé à la main, rien que ça, moi ça me touchait pas. Parce que pour moi, un vêtement fait à la main, c'est fait à la main de A à Z, donc de la découpe aux finitions, et aussi par la même personne, parce que souvent en atelier, t'as la personne qui fait les poches, l'autre qui fait la fermeture, c'est à la chaîne. Je trouve ça pas très touchant non plus, et moi c'est ce qui m'importe, c'est d'avoir vraiment un vêtement qui a quelque chose. Ah, je savais pas, mais toi, chez toi par exemple, quand on récupère une blouse, elle est faite de A à Z par la même personne. Ouais, et à chaque fois qu'on fait passer des entretiens de couture, les dames trouvent ça bizarre, mais au final elles aiment bien ensuite parce que finalement c'est intéressant, elles font vraiment de couper le tissu aux demandes en plus de la personne, parce que comme on fait sur mesure, par exemple, il y a une fille qui peut dire moi je veux 3 cm en plus au décolleté ou en moins, donc à chaque fois il faut adapter aussi le patron. Donc c'est à la découpe, à la couture, finition, assemblage, à tout quoi. Donc ça, j'imagine que ça impacte l'efficacité ou le rendement en gros de chaque complètement, je pense que c'est divisé par 10, j'imagine en vrai. Ouais, et il y a vraiment des dames qui, encore la semaine dernière, ont postulé pour travailler chez nous et m'ont dit non, désolé, ça m'intéresse pas parce que je vais avoir l'impression de pas être rapide. Et qu'elle n'a pas voulu travailler avec nous à cause de ça. C'est marrant. Ok, et du coup, comment ça fonctionne concrètement? À quoi ressemble aujourd'hui Maison Cléo? Je me rappelle quand on en avait parlé, on s'est déjà rencontrés, on a déjà fait un truc il y a 3 ans, où effectivement c'était encore la petite entreprise. Là maintenant, je sais que tu as pris des bureaux, tu as recruté du coup vachement de personnes, tu documentes, et ça c'est fantastique, à chaque fois ça nous fait des stories qui sont incroyables, tu parles d'émotions, c'est vrai que de voir les filles dans l'atelier en train de coudre, découper, etc. Donc à quoi ça correspond et à quoi ressemble maintenant ton atelier?
Moi, j'adore, hein, mais je suis un peu sensible à tout ça. Mais en gros, mon bureau, il est en plein milieu. On a 200 mètres carrés dans le Vieux-Lille. Mon bureau, il est au milieu de tout ça. Et si tu veux, il y a toute la journée, j'entends les machines à tricoter aussi, parce que j'ai les moitié tricoteuse, moitié couture. Ouais, t'as lancé le tricot il y a pas très longtemps. Ouais, il y a un an et demi. Et ça marche super bien. Ouais, ça plaît bien, c'est cool. Je voulais vraiment faire ça. C'est un truc en plus enfin, moi, j'adore les pièces tricotées. Que ce soit dans l'unité, je vous en fais main comme ça. Et donc, ouais, tous les jours, j'entends le bruit des machines et quand je vais les voir, c'est super intéressant. Les pièces, elles sont en train de créer à côté de toi et c'est top. Et c'est toujours toi, du coup, qui a la création au stylisme? Ouais. T'as pris quelqu'un ou tu le fais encore Non. Je demande quand même à mon acolyte Ludivine. À chaque fois, c'est elle qui décide le dernier mot avec moi. Quand à la fin de décider sur le stylisme d'une pièce, si j'ai un doute, je demande à Ludivine. Et alors, par exemple, je sais que j'avais vu que tu sourçais aussi tes boutons. Localement, tu essaies de trouver des batchs de boutons vintage. Donc, toi, quelle est la part de recherche dans ton travail? Est-ce que tu as quelqu'un qui est responsable de ça? Oui, c'est moi. Pour les boutons, c'est un peu compliqué parce que, oui, je les achète seconde main, donc forcément, t'en as pas beaucoup. Il y a une boutique justement vers Montmartre qui s'appelle Dan Bouton. Où ils peuvent avoir par exemple jusqu'à 100 mêmes boutons, donc ça pour moi c'est beaucoup. Et ensuite, comme on n'arrivait pas, dans le budget, je peux pas en trouver 20 pareils, c'est hyper rare, même 20 c'est trop rare. Et donc j'ai trouvé une entreprise dans le nord de la France, à côté de chez nous, qui fabrique des boutons made in France. Et donc on travaille avec eux maintenant pour pouvoir en faire plus pareil, on les fait travailler. Et ils peuvent floquer en plus Maison Cléo sur le bouton. Maintenant, contrairement à avant, je me disais je fais que de la récup, et maintenant quand c'est fabriqué en France, je suis quand même ok pour le faire. Et tu vas du coup les rencontrer pour t'assurer justement que tu aies la même sensibilité, la même émotion à chaque fois? Je suis pas encore allée, mais j'ai eu le directeur pendant 1 heure au téléphone, il me parlait ch'ti. Il était hyper passionné de son travail et c'était génial. Il me disait que c'était toute la vie de génération en génération qui travaillait là-bas. Il m'a parlé que de lui et du village et pas trop d'entreprise, donc je sais que c'est bien. Et alors donc maintenant, quand tu nous parles de Maison Cléo, on a l'impression que c'est encore une petite marque, que tu essayes de faire des petites quantités et garder cette âme. De l'extérieur, on a l'impression que c'est pas une multinationale, on va pas aller là, mais que c'est gigantesque. T'as un rayonnement qui est international. On a vu des filles porter tes vêtements en couverture de magazines, des filles qui ont énormément d'influence. Comment t'arrives, toi, la petite marque de Calais qui essaie, tu vois, d'être encore hyper dans le bassin, etc., à avoir ce rayonnement international? C'est incroyable. Ouais, je sais pas trop, je pense qu'il plaît aux gens, c'est le fait qu'on soit hyper nature, et même la façon, dont on parle aux gens sur Instagram, par exemple. Souvent d'ailleurs, c'est moi qui réponds, parce que j'aime bien répondre, parler comme ça aux clients, machin, et quelquefois ça finit par des conversations. Et donc même avec les stylistes de ces stars, au final, pareil, on est hyper proches, je sais pas, je pense que c'est ça aussi, c'est le fait qu'on soit aussi flexible, parce que par exemple, si un tel veut une pièce, on dépend pas du benzine, donc on peut lui faire, hop, il est 10h du matin, vas-y, on fait que cette pièce-là pour cette fille, ça part ce soir. Donc c'est aussi hyper flexible, l'atelier est là, donc c'est tout au même endroit, il n'y a pas de délai, de prod, c'est simple. Est-ce que tu as été surprise de l'ampleur que ça a pris d'un point de vue communication, non? Oui, je suis toujours encore surprise aujourd'hui. Je sais pas trop. Je pense vraiment, comme je t'ai dit, c'est le fait que ce soit simple et le fait que ce soit sur mesure, avec le concept qui plaît, je pense. Et alors, dernièrement, là, sur les 2 dernières années, il y a quand même eu des grands milestones chez Maison Cléo. Tu as fait un partenariat avec Net-à-Porter, c'est ça? Comment ça s'est passé? C'est eux qui t'ont démarché? Ouais, Net-à-Porter m'avait démarché il y a 4 ans, donc c'était encore quand j'étais toute seule, même 5 ans je crois, c'était vraiment tout début. Et donc je m'étais dit, mais comment on va faire, parce que pour faire une production avec les quantités qu'ils demandaient, je me suis dit, il va falloir qu'on fasse appel à une usine. Et moi je voulais pas faire ça, mais je voulais tellement faire Net-à-Porter que je me suis dit, tant pis, je contacte les usines de France bien sûr, mais même ça je voulais pas. Et au final, j'ai fait ma finale, je me suis dit, non, finalement, je veux pas faire ça, je veux vraiment tout seul faire à la main, donc là, on peut pas, je vais leur dire non, donc je dis non, Net-à-Porter. Et un an et demi après, ils m'ont recontacté, et là, j'avais
3 couturières et on a pu le faire. On a fait 250 pièces pour le premier partenariat qu'on a mis 2 mois et demi à faire. Donc, quand on fait net-à-porter, en gros, les commandes, on peut moins en faire. Et là, tous les 6 mois, ils nous redemandent. Et ça part hyper rapidement, j'imagine que c'est des collections qui sont capsules. Ouais. C'est fait spécifiquement pour eux. Ouais, bah c'est moi qui veux ça. Eux, souvent, ils veulent commander des trucs qu'il y a sur le site. Mais moi, je préfère... je vois pas l'intérêt, parce que ça veut dire qu'il y aurait 2 endroits sur Internet où tu aurais les 2 mêmes pièces. C'est un peu bête. Donc, à chaque fois, je veux leur faire un truc spécial. Est-ce que tu as d'autres types de partenariats de genre qui sont en train de se profiler? On aura peut-être le printemps en septembre. On l'a déjà eu il y a 2 ans. Et je pouvais pas le refaire parce que pareil, on n'avait plus de place niveau prod. Et tu veux pas justement pour essayer d'augmenter tes productions, essayer de te dire je prends plus de personnes et j'essaie de multiplier le nombre de couturières? Bah, mine de rien, les 200 mètres carrés, on est déjà les 3. Ça paraît bizarre, mais il y a énormément de tissus, de rouleaux, de machines. Ouais, on a plus de place. Les tables de coupe, c'est immense. Il y en a 3. Enfin, c'est grand. Il n'y a plus de place. Donc, il y a eu le partenariat net-à-porter et quelques partenariats collaboration. Et puis surtout, là, il n'y a pas très longtemps, tu as fait ton premier défilé à la Fashion Week. Et ça, c'était aussi énorme, non? Puis surtout d'être reconnue, d'avoir ta place. Comment tu as géré tout ça? Comment ça s'est fait? Et comment tu as organisé? Parce que ça doit être un travail gigantesque. Ouais, bah, je rentrais chez moi à 2h du matin les derniers mois avant de défiler, mais c'était trop bien. En fait, je voulais faire ça depuis 2 ans. Et donc, on devait faire l'année d'avant, 2020 ou 2021, je sais plus, mais avec le Covid, ça avait été annulé puisqu'on ne pouvait plus rien faire. Et donc, je voulais faire ça juste pour montrer qu'à la Fashion Week de Paris, déjà, il y a une marque autre que Paris. Et aussi montrer qu'il y a une marque entièrement made in France à la main avec des surrécupérés qui peut défiler. Donc j'ai postulé, parce qu'on peut postuler, n'importe qui peut postuler pour participer à la Fashion Week de Paris. Donc il y a 3 étapes. Donc j'ai passé les 2 premières. Et comment ça se passe? T'as plein de dossiers à présenter, des questionnaires. Et après, ils viennent vers toi à chaque fois, ils font des délibérations, etc. Donc j'ai passé les 2 premières et la 3e, je ne l'ai pas passée. Donc elle n'a pas été acceptée. Parce que moi, je voulais présenter l'été, en mars, et pas l'hiver. Parce que c'était logique, parce que c'était le printemps. Donc c'est quoi qui présentait? C'était l'hiver prochain. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Et moi, je disais, bah non, je vais présenter l'été. Donc forcément, c'est hors catégorie, hors charte. Et donc, on l'a fait, mais donc on n'était pas dans le calendrier officiel, si tu veux. Et comment ça s'est passé? Alors, comment tu organises tout ça? Tu le prévois très longtemps à l'avance? Oui, 6 mois avant, on a bossé dessus, et surtout 2 mois avant, on était non-stop, et le mois d'avant, limite, on n'a presque pas fait de commande, on était à fond dessus, tout le temps. T'avais combien de looks? 50, justement. Si on en fait, on n'en fera plus 50 parce que c'était trop. Mais je voulais, il n'y en a aucun que je voulais enlever, je voulais vraiment tous ces looks-là, je les aimais tous, donc j'arrivais pas à choisir. Et puis tous ont été faits sur parce que tu as vu aussi, ce qui a été génial, c'est que tu avais une diversité de nanas qui représentaient la marque, c'était fantastique. Ouais. Tu as fait du coup chaque look pour chacune des mannequins, donc tu avais anticipé aussi quel look allait sur qui? Ouais, donc 4 jours avant, on allait sur Paris et on avait les filles qui venaient tour à tour pour, on était une dizaine, j'avais loué un appart à Paris avec les couturières et les tricoteuses et jusqu'à la veille, j'ai décidé de tricoter, couser. Et t'adaptais? Je me suis endormie avec le bruit des machines. Voilà. Mais alors comment tu fais? Parce que tu dis, ok, je prévois cette pièce-là, donc tu fais la base, j'imagine. Et après, si tu as de la longueur à rajouter, ou si t'ajustes, donc tu recouds, ou tu fais... c'est pas simple. On avait booké les filles 2 semaines avant. Et il y en a une qui a annulé 2 jours avant. Et par exemple, la fille qu'on avait pour le défilé, c'était une mini-jupe, elle faisait 1m70. Celle qu'on a dû remplacer, elle faisait 1m80. Donc autant dire que la mini-jupe, on voyait toutes ses fesses. Donc ça s'est pas vu, je pense, mais sur la jupe, on a rajouté un morceau comme ça. Enfin, c'était trop moche, mais on n'avait pas le choix, on n'avait plus le temps. Donc sur cette mini-jupe, il y a un morceau comme ça en bas. C'était la débrouille. La débrouille de dernière minute du coup, sur ton défilé. Et alors, quels ont été les impacts, le après du coup? J'imagine le moment du défilé, énorme euphorie. Toi, tu devais être stressée, t'étais comment? Non, j'étais pas stressée, justement, ouais.
T'étais comment? Déjà, je suis pas souvent stressée. Et là, oui, je pensais que j'allais être stressée forcément, mais pas du tout. Et non, je sais pas, c'était génial. En fait, il y avait une atmosphère géniale. Même les personnes, tu sais, tout le staff, il y avait au moins 40 personnes dans le staff qui faisaient vidéo, enfin même plus, je crois, vidéo, électricité, gestion du staff, etc. Et même eux ont dit, on n'a jamais vu une atmosphère pareille parce que eux, ils s'occupaient des défilés Dior, Chanel, tout ça, tous les défilés de luxe. Et ils étaient hallucinés de se dire, mais il n'y a aucun stress, il n'y a personne qui crie sur personne, c'est hyper relax. Et ils nous aidaient même à faire le line-up, etc. En disant, mais c'est bien pour vous parce que je le fais jamais. Enfin, et il y a un monsieur qui s'appelle Pascal qui a pleuré à la fin alors que, parce qu'il était ému en fait de voir un truc si simple par rapport à d'habitude. Donc c'était hyper détendu en fait. C'est génial. Et le après, les répercussions, tu sens que ça a aidé, ça t'a permis de passer une étape supplémentaire? Ouais, je pense, surtout, on a eu des super belles photos et vidéos grâce à ça, le lieu était sublime. Donc ouais, ça a servi, c'est sûr. Enfin, en tout cas, le premier mercredi, juste après le défilé, c'est le meilleur mercredi et meilleure vente qu'on ait fait depuis le début de la marque. Donc oui. Et alors, ton rêve, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Maison Cléo et à Marie prochainement? J'ai pas de rêve fou, c'est juste que ça continue comme ça. En vrai, ça me va très bien et juste que ça continue comme ça, qu'on aime faire ce qu'on fait, que ma team tricot couture et ma team, parce qu'on est 16, donc il y a 8 productions et 8 non-prod, donc marketing, communication, service client, etc. Donc on s'entend trop bien, c'est un peu comme une famille, et juste qu'on reste comme ça ensemble et que ça marche bien. J'ai pas de rêve, enfin ça peut pas être bizarre, mais non, je vais passer à la prochaine étape. Ou alors, il faut que je réfléchisse, je sais pas si vous avez le temps, mais. En fait, j'aime pas trop, si tu veux, avoir trop d'ambition. Je préfère, depuis le début, tout ce qui vient, ça vient parce que ça vient tout seul. J'ai jamais été à une boutique en disant est-ce qu'on peut aller chez vous, est-ce qu'on peut faire ça. Je préfère laisser couler et faire ce qu'on aime, faire ce qu'on veut, faire des nouvelles choses, des nouveaux modèles et voir comment ça marche. Et alors, je sais que toi, t'aimes beaucoup le vintage. Déjà, c'est quoi ta relation avec le vintage? T'as toujours chopé le vintage? Non, je suis que tout est en vintage. Non, justement, ça revient à mes expériences de stage. Donc avant, j'ai acheté des marques que j'achète plus maintenant. Non, ça a été un déclic. En fait, c'est vraiment ces expériences. Et maintenant, j'achète que 100% vintage ou seulement les marques qui font à la commande comme moi. Sur mesure, etc. Et dans le pays d'origine aussi, parce que je vois pas l'intérêt d'acheter une marque, par exemple en Australie, qui fait Made in Belgium ou l'inverse. Enfin, j'ai jamais compris ce genre de truc. Est-ce que le vintage t'inspire, toi, dans tes créations? Ouais, justement. En gros, toute ma garde-robe, souvent, jamais j'ai un portant dans mon bureau où je ramène toutes mes fringues, ça bouge. Toutes les fringues vintage que je trouve, et on s'inspire de ça parce que. Moi, de toute façon, tout revient et je suis fan de ça, ou de coupe que je trouve, ou même de matière, de fluidité. Par exemple, cette jupe, j'adore la fluidité, donc je vais peut-être chercher un tissu qui peut ressembler parce que j'aime bien me tomber. Donc, je m'inspire énormément de vintage, c'est sûr. Bon, écoute, Marie, moi, j'ai plus de questions. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est hyper inspirant et je trouve que tu as une fraîcheur, en fait, sur. C'est vrai qu'on voit énormément de personnes qui construisent des marques avec tout de suite, tu vois, des ambitions internationales, etc. Mais non, c'est trop bien, au contraire. Et puis, je trouve ça hyper inspirant de voir que parfois, souvent, même faire les choses bien et faire les choses avec cœur, c'est ce qui crée, en fait, un espèce de cercle vertueux et qui attire le positif. Et je trouve ça vraiment très inspirant et très frais. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais une question. Ouais, tiens. Donc déjà, merci pour le témoignage, c'est hyper intéressant. Et je me demandais, en fait, justement, comme toi, tu veux une croissance très, en fait, naturelle, on va dire. Au départ, pour avoir une communauté de personnes qui te suivent, comment tu as fait pour la première année, par exemple, quand on construit une marque, comment ça se passe au niveau de tes followers, etc. Est-ce que tu as fait des pubs? Est-ce que tu as sponsorisé pour essayer d'avoir plus de personnes? Je pense que le plus difficile, c'est ça, quand tu lances une marque, c'est le début, le truc qui va te faire connaître. Et moi, j'ai plein d'amis qui ont des marques qui décollent pas. Parce que pour moi, il faut vraiment un truc pour. Et donc,
si tu veux, j'ai passé un an, avant les cirques collectifs, j'avais un autre travail encore. Et j'entrais chez moi à 19h et tous les soirs, je me mettais sur un CRM que j'avais créé pour Maison Cléo qui n'était pas encore appelé Maison Cléo. Et tous les soirs, je likais des trucs sur Insta des gens, tu vois, je passais du temps. Et donc petit à petit, il y a des gens qui sont venus me découvrir la page. Et à un moment donné, il y a Léandra Medine qui a commandé. Je sais, c'est bizarre. Et ça a décollé avec ça. Donc c'est une personne. En fait, j'ai vu sur mon téléphone, je me rappelle ce jour-là dans mon canapé en 2017. Léandra Medine a passé une commande, on m'a dit c'est pas les vrais, c'est pas possible. Donc je trouvais ça bizarre, j'ouvre mon mail, parce qu'on n'était pas connus, on avait 10 commandes par mois. C'était, je faisais mon petit Instagram tous les soirs en rentrant chez moi, blablabla. Et en fait, elle m'a vue dans Explorer sur Instagram. Parce qu'en fait, ce que je faisais, j'avoue, c'est que les gens chez qui j'allais liker machin, c'était les gens amis qu'elle suivait proches. Parce que je me suis dit, si j'interagis avec les gens proches de Léandra, eux vont aller liker en retour. Et comme ça, en fait, les gens proches que tu follow, donc elle en a, je sais pas, peut-être 1000, j'en sais rien, parce qu'elle est suivie par un million, et eux vont voir ma page. Elle va finir par voir ma page. Mais ça, c'était une stratégie déjà que ouais. Tu voulais targeter les lâché le truc. Ah, donc tu l'avais, elle, en je faisais ça avec plein de personnes, mais je pensais pas que ça allait marcher. Et donc elle a fini, parce qu'on avait 3000 abonnés. Elle a quand même fini par me voir dans son truc Explorer. Donc c'était une photo de moi en plus dans la rue de Lille, horrible, une photo avec l'iPhone. Et donc elle a vu cette photo, c'est ce qu'elle a raconté sur son article, donc elle a commandé. Donc déjà elle a commandé, donc je me suis dit, déjà c'était énorme, mais en plus elle a fait un article écrit par Léandra Medine sur Manipulateur et ça s'appelait J'ai acheté une blouse sur Instagram, et donc c'est vraiment ça qui a fait décoller le truc. En gros, dès que l'article, la seconde où il a été posté, on a eu 40 commandes en 30 secondes, une minute. Vraiment, c'était incroyable. On a eu 10 000 abonnés en, 3 heures, 2 heures. Et ça, c'est ça qui a fait décoller. C'est que ça. Merci pour le message. Ouais, merci. Une question. Bonjour. Moi, je suis pas du tout dans le milieu de la mode. Je travaille pour une multinationale dans le transport. Donc, j'ai une première question. Je suppose que tu dois avoir quand même beaucoup de demandes. Je travaille beaucoup avec la productivité. C'est quelque chose qui, moi, me pèse dans mon métier actuellement. Voilà. C'est ce qui fait que je vais possiblement quitter bientôt. Ma première question, c'est est-ce que tu es prête à refuser de la demande pour le bien-être de tes salariés actuels en termes de productivité? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de refuser parfois, quand il le faut, des commandes qui peuvent arriver en pic ou de rallonger tes délais pour respecter en fait le bien-être de tes couturières? Nous, on n'a pas de productivité déjà. Et par exemple, juste après le défilé, justement, normalement on a 3 semaines de délai. Là, on avait jusque un mois et une semaine, un mois et demi limite. C'était horrible niveau délai pour les clientes. Et moi, j'ai jamais. Moi, je suis no stress dans la vie, mais pour tout. Et encore plus pour le travail, parce que je me dis, on fait des vêtements, on se fait pas des vies, c'est pas un truc de fou. Et donc, je leur dis, tant pis, les clients attendront, c'est horrible parce que peut-être qu'elles ont pu commander aussi dans un sens, mais au final, elles comprennent parce qu'on leur envoie des mails, on explique. Mais non, je stresse pas personne, je suis juste un peu embêtée pour les clientes. Mais non, je vais pas stresser personne. Par contre, c'est sûr qu'on a évidemment besoin d'avoir un peu de productivité dans le sens où si par exemple une fille fait un vêtement en un jour ou 2 jours, moi derrière ce sera pas rentable parce que, ce sera pas rentable, j'aime pas parler de ça, mais on pourra plus continuer à payer le salaire de tout le monde et que ça continue parce que j'ai choisi de mettre des prix bas par rapport à du Made in France. Je crois que c'est 8% de marge qu'on s'est fait l'année dernière, tout payé, impôts déduits, tout. Et donc, vu qu'on a des prix bas, forcément, on peut pas se permettre à ce qu'une couturière qui fasse, ou une tricoteuse qui fasse un vêtement même en une demi-journée ou en une journée, parce que ce serait pas possible derrière de mettre ces prix bas. Ouais, merci. Mais c'est quand même, c'est quand même intéressant. Merci à toi pour cette optique-là, parce que tu fais pas de concession sur le bien-être de ton personnel, je pense. Ouais. Donc, dans mon ancienne base, il y avait la productivité, justement. Et je pense que, par exemple, on disait, tu dois faire ça en 10 minutes. Et je pense que si t'avais pas ce truc de productivité, les gens se poseraient pas la question et en feraient plus parce que, tu travailles dans ton tête et tu penses pas à dire, tiens, j'ai 20 machins à faire dans la journée. Peut-être qu'on est dans le milieu en pote, t'en ferais plus, au final, déjà, tu serais pas stressé.
Et je pense vraiment que t'en ferais plus parce que t'apprécies aussi plus ton travail, donc je pense que c'est pas très... J'imagine que t'attires aussi les clientes en fonction, non? Des clientes qui sont capables, qui sont OK pour attendre un mois et demi. Pas tout le temps, non pas toutes, parce qu'il y en a, par exemple, elles reçoivent la confirmation de commande, le lendemain elles me disent bah c'est envoyé par DHL Express, pourquoi c'est pas parti? Il y en a qui comprennent pas que ça part pas le lendemain, parce que sur tous les sites, souvent ça part le lendemain. Donc là, il y en a pour certaines qui n'ont pas lu, il y en a qui prennent pas le temps de lire vraiment, pourtant c'est écrit, mais... Donc on doit expliquer, bah non, il y a au moins 3 semaines de délai, et vous recevrez ensuite un numéro de suivi DHL quand ce sera appelé. Est-ce qu'on a des questions? Merci. Je trouve ça incroyable que tu aies participé à la Fashion Week et du coup je me demandais, est-ce que tu as envie de reparticiper pour mettre en avant l'upcycling et d'autres façons de faire parmi toutes ces autres marques et je suis d'accord avec toi, je vois l'envers du décor, je suis en stage dans une grande marque de luxe en ce moment et ça me dégoûte pas mal. Ou est-ce que tu as plutôt envie de sortir de ça et te dire je vais faire mon propre événement où je vais ramener des marques qui ont les mêmes valeurs que moi, je vais pas me retrouver au milieu de tout ça quoi. Bah non, parce que justement, je trouve que c'est bien de se retrouver au milieu de tout ça. C'est comme au début, j'hésitais à être sur Net-à-Porter parce qu'en fait, sur Net-à-Porter, finalement, t'as plein de marques qui sont made in je sais pas où et made in China ou je sais pas où, enfin, qui sont mal faites. Et en fait, non, parce que tout bien réfléchi. Je trouve que c'est bien d'être dans ces environnements-là, donc d'être sur Net-à-Porter avec ce genre de marque et de faire les défilés avec ce genre de marque, parce qu'au final, les clients et les autres personnes qui suivent ce genre de marque vont voir qu'un système comme ça existe. Alors que si tu restes que dans ton environnement, au final, les gens qui sont en dehors vont pas découvrir ce système et voir que ça existe et que ça peut marcher. Ça serait logique. Super. Eh ben, génial. Merci beaucoup Marie. Je connais bon timing en plus à peu près, donc c'est cool. Merci infiniment pour ce super témoignage. Encore une fois, moi ça me touche beaucoup à titre personnel, donc je suis sûre que ça va toucher aussi énormément de personnes. Et puis j'espère, je te souhaite en tout cas plein de bonheur encore et toujours avec Maison Cléo. Et puis à très vite. N'hésitez pas si vous avez des questions, de toute façon on les fera passer à Marie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.